Bonjour et bienvenue à tous sur cette troisième vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau CTF, donc le CTF RootMe, rien à voir avec la plateforme RootMe, qui est un CTF de difficulté facile. C'est un CTF que j'ai déjà fait il y a un petit moment quand même. Donc honnêtement je me rappelle plus de rien, j'ai réinitialisé ma progression évidemment comme d'habitude. Donc voilà, j'ai déjà lancé la machine, donc c'est un CTF pour les débutants. Là on nous demande de déployer la machine, c'est fait. Reconnaissance. Donc là voilà, c'est assez guidé quand même. En général, tous les CTF commencent par une phase de scan des ports avec Nmap. Bon là il le précise. J'ai déjà aussi lancé ma machine virtuelle. On va créer un dossier mkdir. On va l'appeler rootme. Rootme. Oups, excusez-moi. Rootme. Donc ouais, on va lancer. Alors, est-ce que je me suis pas encore connecté au VPN? Je vais le faire de suite. Je sais plus. Attendez, je vais vérifier IP ADDR. Non, je suis pas encore connecté au VPN. Donc je vais me connecter au VPN de TryHackMe. Voilà. ADDR. Voilà, là je suis connecté au VPN de TryHackMe, c'est bon. Donc maintenant, Nmap. On commence direct. Hop. L'adresse IP. Toujours un scan agressif, -p-on, nmap results.txt. Alors je vais pas réexpliquer cette commande, je l'ai brièvement expliqué dans le premier ou le deuxième CTF, je sais plus, ce que j'ai fait en vidéo. Si jamais je vous ferai aussi, comme je l'ai dit, une vidéo dédiée à Nmap. Alors la première étape c'est toujours la reconnaissance. Chaque fois, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de la reconnaissance, récupérer des informations pour ensuite trouver des vulnérabilités et les exploiter. Le scan était assez rapide. Donc on a un port ouvert, on a deux ports ouverts, pardon. Le port 22 comme d'habitude pour le service SSH. Donc c'est OpenSSH 7.6p1 pour Ubuntu encore. On a souvent des machines sous Ubuntu, là c'en est une encore. Le port 80 où il y a un serveur web qui tourne, qui est Apache en version 2.4.29. Le titre c'est Hackit. Ok. Ok, bon, ben on a que deux ports et je pense qu'on va devoir se tourner directement vers le serveur web pour voir ce qu'il y a dessus. Donc je vais répondre à la question, combien de ports sont ouverts? 2, voilà. Alors faut faire gaffe parce que là on a juste vérifié les ports qu'utilise le protocole de transport TCP. Mais il y a des CTF où parfois on peut se retrouver avec des ports qui utilisent le protocole de transport UDP. Et donc il faut faire un scan TCP et un scan UDP. Mais les scans UDP me semble sont beaucoup plus longs dans mes souvenirs. Quelle version d'Apache est lancée? 2.4.29, on le voit ici. Hop, je vais y répondre. 2.4.29, voilà. Quel service est exécuté sur le port 22? SSH, c'est le port par défaut pour le service SSH en fait. Donc là, ils nous disent directement, c'est quand même assez guidé ce CTF par rapport aux deux premiers que j'ai fait. Là, ils nous demandent d'utiliser GoBuster pour trouver des dossiers, enfin des répertoires cachés sur le serveur web. Donc je vais faire ça de suite. On va faire GoBuster dir -u http://10.10.17.108/-w et on utilise toujours la même word list. Elle est très pratique. /opt/dirbuster directory list 2.3 medium.txt et on enregistre tout ça. GoBuster results.txt. On enregistre tout ça dans un fichier par habitude. Alors déjà on a un répertoire qui a été trouvé /uploads /css /javascript, enfin /js pour les fichiers javascript. En général dans ces deux là il n'y a pas de choses trop intéressantes. Sauf de temps en temps dans le dossier JavaScript on peut avoir des scripts qui peuvent nous intéresser, mais dans les CTF que j'ai fait c'est rarement le cas. On a ok, on a le répertoire panel, peut-être intéressant, on peut peut-être s'y connecter ou pendant que ce scan tourne, on peut aller jeter un œil directement avec le navigateur web sur, on peut aller jeter un œil au site web pour voir ce qu'il y a dessus, pour faire un peu d'énumération manuelle. Alors, 10.10.17.108. Ok, on arrive ici. Si je vais dans la page /uploads, il y a quoi? Ok, c'est donc là on peut carrément lister tout ce qu'il y a dans ce dossier, il n'y a rien pour l'instant. J'imagine qu'on va pouvoir upload des fichiers quelque part. Panel. Ouais, c'est ça, on peut upload des fichiers ici.
select file to upload, parcourir, aucun fichier sélectionné, upload. Donc là on peut upload des fichiers. Donc là la première chose qui me vient en tête, c'est essayer d'upload un reverse shell en PHP. Comme d'habitude, je vous mettrai les documentations dans la description et si j'utilise des payloads qui ont été faits par d'autres personnes ou qui ont été trouvés sur internet, pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Donc là c'est le cas, je vais utiliser un payload, j'utilise un reverse shell pardon, en PHP qui est fait par Pentest Monkey. Donc PHP reverse shell, c'est un reverse shell assez connu. Celui-ci, voilà. Je préfère toujours aller sur GitHub, même si on peut le télécharger depuis le site de Pentest Monkey. Donc voilà, là on a le fichier qu'on est censé upload sur la machine cible, pour ensuite avoir un reverse shell. Bon, on a readme, tout ça, bon, vous pouvez lire si vous voulez. Voilà, et là on a le code, donc tout ça c'est des commentaires, on peut les ignorer. Et on voit qu'ici on doit changer, il y a deux commentaires qui nous intéressent, qui nous disent de changer ça. Donc ici c'est l'adresse IP qui va recevoir le reverse shell, donc notre adresse IP, et le port sur lequel on va être sur écoute. Donc généralement moi j'utilise 4242, mais vous pouvez très bien laisser un 2, 3, 4, ça marche aussi. Donc normalement j'ai déjà ce reverse shell sur ma machine, donc je vais essayer de l'upload. Document, tools, reverse shell, PHP, PHP reverse shell. Je vais peut-être vérifier avant avec un nouveau terminal. Je vais vérifier si j'ai bien la bonne adresse IP à jour dessus, parce que des fois je change d'adresse IP. Tools, reverse shell, 4 PHP, non, c'était PHP. Plutôt utiliser nano, c'est mieux. Nano, PHP reverse shell.php. Voilà, avec nano c'est en couleur, c'est mieux. Oui, donc j'ai bien l'adresse IP à jour. Par contre, le port c'est 4243. J'ai bien fait de vérifier. Je vais remettre 4242, c'est mieux. C'est mieux, c'est par habitude quoi. Ça change strictement rien, c'est juste une question d'habitude. Maintenant que j'ai mis à jour ce fichier, on va essayer de l'upload sur le site. Donc, je le sélectionne, je fais upload. Et là, il y a une erreur en je sais pas quelle langue, peut-être de l'espagnol, du portugais, j'en sais rien. Je sais pas quelle langue c'est, mais en tout cas, on a l'air d'avoir une erreur. Qui a l'air de dire que le PHP n'est pas autorisé. On peut pas uploader des fichiers PHP sur le site. On peut quand même aller vérifier dans le doute, hein, mais voilà, donc le fichier n'a pas été upload. Donc, on va devoir essayer d'outrepasser la sécurité qui a été mise en place. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, ce serait soit de changer l'extension, soit d'ajouter un null byte, on appelle ça. Donc ici j'en ai un, voilà, un null byte, donc %00.pdf. En fait un null byte c'est un octet avec que des zéros en fait. Et quand on upload un fichier comme ça, parfois ce qui se passe, c'est que ce null byte est interprété comme du rien justement, et il est supprimé, et tout ce qui est après aussi n'est pas comptabilisé. Du coup, on peut faire croire par exemple qu'on upload un fichier PDF comme ici, mais au final le fichier qui sera réellement upload sera un fichier PHP. Donc on peut essayer ça, on va essayer. Ça je l'avais fait pour un autre CTF normalement. Upload. Ça a été upload avec succès. Maintenant on va voir si le fichier a le nom. Non, il n'a pas le bon nom, vous voyez. La fin n'a pas été supprimée ici. %00.pdf, ça n'a pas été supprimé. Donc là ici ça ne fonctionne pas. Cette technique là ne fonctionne pas ici. Donc une autre technique serait de changer l'extension du fichier. Il existe beaucoup d'extensions qui correspondent au langage PHP. Regardez, on va faire une simple recherche. Ah, j'ai trouvé un site qui en parle, voilà. Donc ici, ils nous disent qu'il existe l'extension .php, .php3, .php4, .php5, .html. Et même, il y en a une qui n'est pas précise ici, c'est .phar, qui fonctionne, j'ai déjà essayé, ça fonctionne. Donc là on va essayer basiquement alors je vais faire une copie plutôt, PHP reverse shell, et je vais le copier en PHP reverse shell 3. Voilà, donc je vous mettrai ce lien dans la description, je vais le mettre en favori pour pas l'oublier. Voilà,
Et donc on va essayer d'upload ce fichier. .php3, donc c'est exactement le même fichier, il n'a juste pas la même extension. Donc selon, par exemple, si le site filtre seulement en regardant si l'extension c'est .php, s'il refuse seulement les fichiers finissant par .php, ben on peut outrepasser ça juste en changeant l'extension. Ici on va voir .php3, ouvrir, upload, et ça fonctionne. On va vérifier dans le répertoire /uploads et notre fichier a bien été upload ici. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que le problème ici sur cette page en fait, c'est que quand on upload un fichier, le site en fait va seulement vérifier si l'extension du fichier est un .php, sinon il autorise. Or, ça devrait plutôt se faire à l'inverse. C'est-à-dire que si le site s'attend à ce qu'on envoie une image, un fichier texte, il devrait faire plutôt une whitelist des types de fichiers autorisés, pour dire qu'il autorise seulement les .txt, les .pdf, machin. Parce que le problème, c'est que si on fait une blacklist des extensions qu'on refuse, on risque d'en oublier. Il risque d'y avoir des extensions qu'on n'a pas renseignées dans la blacklist. Et à ce moment-là, ben, vous voyez, on peut upload quand même notre fichier qui contient du code PHP. Et qui en plus peut s'exécuter. Il y a aussi plein d'autres manières de filtrer des fichiers, mais ça là est une première manière très basique qui peut se combiner avec d'autres méthodes pour empêcher d'uploader des fichiers malveillants. Donc voilà, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est mieux une whitelist plutôt qu'une blacklist dans un cas comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur écoute. Ça, on peut l'arrêter en vrai. Non, on va laisser tourner, c'est bientôt fini. Donc, alors d'abord, on va répondre aux questions. Donc le répertoire caché, il y en a deux. On en a trouvé deux, mais j'imagine qu'ils s'attendent à ce qu'on parle de /panel. Voilà, c'est ça, j'ai oublié le slash à la fin, c'était ça, /panel. Donc on a fini l'étape de reconnaissance. Donc maintenant on doit avoir un shell. Donc là voilà, il nous guide quand même pas mal. Trouver un formulaire pour upload un fichier et avoir un reverse shell et trouver le flag. Donc comme dans un des deux précédents CTF, je ne me rappelle plus lequel, on va se mettre sur écoute. Je vais juste retourner par habitude. Voilà, je vais juste retourner par habitude dans le répertoire du CTF. CD.me, voilà c'est ça. Je vais mettre sur écoute, c'est NC-LNVP 4242, comme d'habitude. On change pas les bonnes habitudes. Et au moment où je vais cliquer sur ce fichier, en fait, il va être exécuté par le serveur. Une erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer une autre extension. Je pense que ça doit être ça le problème. On va essayer encore une autre extension. Peut-être qu'il y a un problème avec l'extension PHP3 qui fait qu'il y a certaines lignes de code qui ne fonctionnent pas, je pense. Mais je pense que c'est ça. Donc je vais aller hop, cd./document tools reverse shell php. Voilà. Et on va faire cp php reverse shell.php.php5. On va essayer ça, voilà. On va essayer avec PHP 5. Hop, upload. Ah, là ça a l'air de fonctionner, vous voyez. Ok, donc selon l'extension aussi, le code n'est pas forcément interprété comme il faut. Donc on le saura. Je savais pas, je viens de l'apprendre à l'instant. C'est évident en même temps, je pense. Mais... Et là, on a bien reçu une connexion, vous voyez. Connect to. Notre connexion à notre adresse IP. From, donc depuis l'adresse IP de la cible. Et donc maintenant, on a un shell qui est ouvert sur la cible. Première étape, comme d'habitude, on va le stabiliser. Donc, j'utilise moi Python. PTY. Alors, cette ligne de commande, si je dis pas de bêtises, me permet de lancer un shell plus interactif, un pseudo terminal il me semble plus précisément. Voilà, déjà on voit que ça a changé au début. Maintenant je vais faire export terme, parce que regardez, si je fais clear là maintenant, vous voyez ça ne marche pas. Alors si je fais export terme égale xterm et que maintenant je fais clear, voilà, ça fonctionne. Ça permet juste de définir une variable d'environnement. Donc la variable, si je fais env, il y a plein de variables d'environnement ici. Elle est où? Terme, voilà. Donc je définis simplement cette variable à la valeur xterm. Et maintenant on a accès à la commande clear. Maintenant par contre le problème c'est que si je fais CTRL C, le shell risque de se fermer. Donc je vais faire CTRL Z. Et
oula, stty-echo row fg. Voilà. Maintenant, on a un shell complètement stabilisé. Parfait. Je fais un petit ls-la. Qu'est-ce qu'on a? On est dans la racine, ok. On voit qu'on est en 3W data, je peux faire who am I pour en être sûr. Voilà. 3W data, c'est l'utilisateur du serveur web en fait, qui souvent a un accès assez restreint sur la machine, sauf justement si l'utilisateur ou d'autres choses n'ont pas été configurées correctement. Normalement, cet utilisateur-là n'est pas censé avoir accès à autre chose que le site web. Par exemple, il n'est pas censé avoir accès à des répertoires personnels qu'il y a dans /home. Mais on va quand même vérifier parce que le principe des CTF, c'est justement qu'il y a des failles. Donc là, on voit qu'on a le droit de lecture et il y a deux répertoires d'utilisateurs, rootme et test. Et on voit qu'on a le droit de lecture sur les deux dossiers. Alors déjà, on va avancer un peu sur les questions. Le flag user.txt, ben justement, il doit être dans un des deux répertoires. Je vais voir dans le répertoire rootme, ls-la. Ici, il n'y a rien. Enfin, on verra après, il y a peut-être des choses intéressantes. Bon, déjà, on voit que rootme a potentiellement des droits sudo, puisqu'il y a ce fichier-là dans son répertoire. C'est des tests ls-la. Il n'y a pas le flag non plus. Alors, le flag, il est peut-être... Ah, il était ici, ok. Il est dans le répertoire en fait de l'utilisateur 3w-data. Donc par défaut c'est le répertoire /var/3w. Et après dans le répertoire HTML c'est là qu'on met les fichiers du site web. Donc les pages PHP, le code JavaScript, tout ça. Donc on va lire le fichier user.txt. Hop, on récupère le flag du goToShell. Copier. Hop, voilà. Et la dernière étape, l'élévation de privilèges. Là encore une fois, c'est assez guidé. Ils nous disent directement où chercher, enfin quoi chercher plutôt. Ils nous demandent de chercher des fichiers avec les permissions SUID. En fait, le SUID, c'est un bit quand il est sur 1. En fait, il permet d'exécuter un fichier avec les droits du propriétaire du fichier en question. C'est-à-dire que si on a le droit d'exécution sur un fichier qui a le SUID et que ce fichier appartient à l'utilisateur root, on peut exécuter ce fichier en tant qu'utilisateur root. Donc, pour faire ça, donc pour les trouver, ces fichiers-là, on fait find. Find, c'est une commande qui sert à trouver des fichiers ou des répertoires sous Linux. Depuis où je veux chercher, donc depuis la racine pour chercher sur toute la machine. Ça peut être long parfois, attention. Find slash, on cherche des fichiers, donc -type f, on cherche des fichiers, pas des répertoires. Si on cherchait des répertoires, on aurait mis d, donc type f, -perm pour permission, -4000. Donc 4000 c'est la valeur qui correspond aux fichiers qui ont le SUID sur 1. Et ensuite je vais rajouter cette petite partie, voilà, de supérieur /dev/nul. En fait ça permet de rediriger les erreurs, parce qu'en fait il y a des dossiers où on n'a pas le droit de lecture, et au lieu de nous spammer d'erreurs dans le terminal, en fait les erreurs vont juste pas s'afficher grâce à ce petit ajout à la fin, voilà. Donc ça permettra de ne pas afficher les erreurs de permission dans le terminal. Donc là il y en a plein, ce qui est normal. Il y a pas mal d'exécutables qui ont le SUID de base, en fait, c'est normal. La commande sudo par exemple, enfin le programme sudo c'est tout à fait normal. pkexec sudo @python. Ouh! Alors ça par contre, si on peut exécuter Python en tant que root, on peut très facilement ouvrir un nouveau shell en tant que root. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier à qui appartient ce fichier. Donc ls-la. Voilà, et on voit que ce fichier appartient à root. Et on voit avec le petit s ici, et ici aussi, qu'il a le SUID actif sur 1. Qu'il a le SUID activé du coup. Et qu'on a en plus le droit d'exécution dessus. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est ouvrir un shell avec Python, mais on va rajouter une petite option pour l'exécuter avec les droits du propriétaire du fichier. J'ai fait une erreur en essayant d'invoquer un shell en tant que root. Ce qu'on peut faire, puisque j'ai un petit trou de mémoire, on peut chercher sur GTFO Beans. C'est un site dont je vous ai déjà parlé auparavant. Et on va chercher donc Python. Voilà, Python. On va aller dans la section SUID, voilà. Donc si le binaire a le SUID qui est actif, ne relâche pas les privilèges élevés, et peut être utilisé pour accéder à des fichiers système, élever ou maintenir un accès privilégié. Et donc là on a la ligne qui permet donc simplement d'invoquer un shell. Voilà, donc je vais exécuter cette commande. L'affichage est un peu bugué mais c'est pas grave. Donc python-c
Donc Python pour exécuter Python, -C pour préciser qu'on exécute du code Python, qu'on met entre petites guillemets juste après ici, vous voyez, tout ça c'est le code qu'on veut exécuter en Python. Et ensuite on importe le module OS, et ensuite on fait appel à cette fonction pour exécuter un shell avec l'option -P pour garder les privilèges du propriétaire du fichier de l'exécutable Python, donc puisqu'il a le SUID actif. Et si je fais entrer, vous voyez, le petit hashtag ici c'est bon signe. Si je fais who am I, et voilà, on est root. Et donc maintenant je vais faire cd/root ls, et donc on a le flag root. Et voilà. Bon, c'était pas très compliqué, même si j'ai fait quelques petites erreurs de syntaxe. Hop, voilà. Je vais renseigner le flag. Ça c'est complété. Et là il nous demande le fichier, voilà, je l'avais pas renseigné, c'était /usr/bin/python. Le fichier qui possédait un SUID et qui était étrange. Voilà. Quel fichier est étrange, c'est-à-dire inhabituel. Puisqu'il y a des fichiers, comme je vous l'ai dit, qui ont pour habitude d'avoir le SUID actif. Mais il y en a d'autres, quand ils ont le SUID actif, par habitude on repère ceux qui sont inhabituels. Python n'est pas censé avoir le SUID actif, et là c'était le cas donc. Et voilà. Et donc on a terminé ce petit CTF de niveau facile. Donc pareil, je vous mettrai le lien de mon compte rendu écrit dans la description, en anglais comme d'hab. Je vous mettrai le lien de la room. Voilà, le lien de ce petit CTF, je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Par contre, il faut créer un compte sur le site, c'est gratuit. Et je vous mettrai aussi le lien des documentations en rapport avec ce que j'ai fait durant cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voire à apporter des corrections si vous avez repéré des erreurs de ma part. N'hésitez pas à me le signaler, à lâcher un like si vous avez aimé, et à vous abonner si vous voulez être notifié quand les prochaines vidéos sortiront. Et moi je vous dis à la prochaine! I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking